Bonjour à tous, capsule juridique numéro 196 du 24 janvier 2024. Je vais vous parler aujourd'hui des USA et du Canada. Aux USA tout d'abord. En 2022 déjà, une proposition de loi avait été déposée pour demander l'arrêt du financement de la petite sauterie de Davos, connue sous le nom de World Economic Forum. Car oui, les USA, et sans doute d'autres pays j'imagine, financent cette réunion de psychopathes, pour la plupart non élus, qui veulent nous expliquer comment nous devons vivre sans voiture, sans électricité et en mangeant des insectes, quand eux arrivent successivement en jet privé, hélico et gros véhicules pour les quelques centaines de mètres entre l'héliport et le lieu des festivités. Bref donc, quand on tape dans un moteur de recherche Defund Davos Act, on tombe d'abord sur une proposition de 2022 qui apparemment n'avait pas recueilli le moindre vote. Mais il y a quelques jours, le 19 janvier 2024, un républicain de Pennsylvanie, Scott Perry, ainsi que d'autres élus, sans doute excédés comme nous le sommes tous par la débauche financière, mais pas que, mise en œuvre à Davos, ont déposé une nouvelle proposition en ce sens. Alors l'article qui évoque cette information dit notamment ceci, je cite. Un groupe de républicains de la Chambre, dirigé par le représentant de Pennsylvanie Scott Perry, a présenté jeudi un projet de loi visant à annuler le financement du Forum économique mondial. Le Daily Caller a d'abord obtenu, donc ça c'est le nom du journal évidemment qui publie l'info, a d'abord obtenu une copie du projet de loi intitulé Defund Davos Act. La législation empêcherait spécifiquement le département d'État, l'USAID et toute autre agence fédérale de fournir des financements au WEF. Les États-Unis ont dépensé des millions pour le World Economic Forum au fil des ans, ce à quoi Perry et d'autres législateurs républicains estiment qu'il faut mettre fin immédiatement. Obliger des contribuables américains à financer des voyages de ski annuels pour des élites insulaires et mondiaux est absurde, pour ne pas dire répréhensible, a déclaré Scott Perry au journal, avant de présenter le projet de loi. Le Forum économique mondial ne mérite pas un centime de financement américain et il est grand temps de supprimer ce financement pour Davos. Les riches mondialistes du WEF ne devraient pas recevoir l'argent durement gagné des impôts américains, a déclaré dans un communiqué le représentant du Wisconsin, Tom Tiffany, l'un des premiers coparrains de la législation. La loi Defund Davos Act garantirait que l'argent des contribuables américains ne finance pas le Forum économique mondial et sa remise à zéro de notre mode de vie. Je remercie le membre du Congrès, Perry, d'avoir dirigé cet effort important. Je cite toujours, un peu plus loin dans l'article, le président de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, a directement interpellé les participants à son panel du World Economic Forum jeudi dernier, arguant que les futures administrations républicaines devraient rejeter catégoriquement toutes les politiques concoctées à Davos. Et donc là, je cite Kevin Roberts dans son discours qu'on a vu circuler d'ailleurs sur les réseaux sociaux. La raison même pour laquelle je suis ici à Davos est d'expliquer aux nombreuses personnes présentes dans cette salle et qui nous regardent, avec tout le respect que je vous dois, rien de personnel, que vous faites partie du problème. Les élites politiques disent aux gens ordinaires que la réalité est X alors que la réalité est Y. Fin de citation. Je vous mets sous cette capsule un lien qui permet de voir la vidéo de cette partie de l'intervention de Kevin Roberts. C'est court, net, précis, il n'y a rien à dire de plus. Et dans un autre article, on apprend que les USA auraient accordé jusqu'à 9 millions, au Forum de Davos depuis 2013. Quant à la proposition de loi elle-même, elle tient en quelques lignes, je cite, « Aucun fonds disponible pour le département d'État, l'Agence des USA pour le développement international ou tout autre ministère ou organisme ne peut être utilisé pour fournir du financement au Forum économique mondial. » Fin de citation, au moins c'est clair. Alors au Canada à présent, vous vous souvenez sans doute du convoi des camionneurs en janvier et février 2022. En répression de ce mouvement, le Premier ministre Justin Trudeau avait fait usage d'une loi sur les mesures d'urgence, notamment en gelant les comptes bancaires des camionneurs, mais aussi en arrêtant des manifestants. Suite à cela, une action a été lancée par la Fondation pour la Constitution canadienne et l'Association canadienne des libertés civiles, ainsi que plusieurs autres demandeurs, pour faire déclarer inconstitutionnelles ces mesures répressives. Et dans un très très long arrêt rendu hier, alors il fait pas moins de 190 pages, les juges canadiens n'y vont pas avec le dos de la cuillère, ça nous change un peu d'ailleurs de la Cour constitutionnelle du Conseil constitutionnel ici en France. Donc la Cour constitutionnelle canadienne a déclaré inconstitutionnel le recours de Justin Trudeau à cette loi sur les mesures d'urgence. Le juge, qui se nomme Richard Mosley, a souligné que la loi sur les situations d'urgence doit être considérée comme un dernier recours et ne peut être appliquée que lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Or, en l'espèce, il estime aussi que selon les preuves de son dossier, les provinces étaient capables de gérer la situation en utilisant les lois existantes et que c'est donc abusivement
que Justin Trudeau invoquait une crise nationale justifiant l'application de cette loi. Et sur cette question du blocage des comptes des camionneurs, le gouvernement canadien considérait de son côté que c'était un préjudice mineur. Le juge n'est pas non plus de cet avis, considère que ce n'est pas du tout une mesure minime. Ce qui est amusant, c'est que dans sa décision, le juge indique qu'au début de la procédure, il penchait plutôt vers une décision en sens contraire et avait tendance à considérer que l'invocation de cette loi était raisonnable et qu'un trouble suffisant avait été causé à l'ordre public pour justifier de telles mesures. Mais, dit-il, je cite, « Avec le recul et un dossier plus complet sur les faits et le droit », fin de citation, ainsi qu'avec la plaidoirie des avocats demandeurs et de ce qu'on appelle là-bas les plaideurs d'intérêt public, il a modifié son analyse. Et il va jusqu'à préciser, c'est en ça que j'aime beaucoup le type de rédaction des décisions canadiennes, parce qu'il rédige à la première personne, et ils s'investissent vraiment dans la façon dont ils expliquent leur raisonnement. Je trouve ça finalement beaucoup plus humain. Eh bien, il estime que la valeur des plaidoiries est indispensable, je cite, lorsqu'il s'agit de présenter des arguments juridiques éclairés. Fin de citation. Alors, super bon point pour les avocats et pour ceux qu'ils nomment justement les plaideurs d'intérêt public. Je connais pas très bien la notion, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent du ministère public. J'essaierai de creuser, ou si jamais il y a un avocat ou un juriste canadien qui m'écoute, qui n'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Bref, voilà, donc très bonne décision. Et au final, il conclut donc, le juge, que l'usage qui a été fait de cette loi sur des mesures d'urgence n'était ni raisonnable, ni justifié. Et dès lors, il estime qu'il y a bien eu une violation de la Charte fondamentale du Canada. Au titre des mesures ordonnées, il prononce ce qu'on appelle au Canada un redressement déclaratoire, qui consiste, si j'ai bien compris, à déclarer non pas qu'une loi est anticonstitutionnelle en elle-même, c'était pas ce qui était demandé, mais que l'application d'une loi, ici celle sur les mesures d'urgence, a été faite en contradiction avec les dispositions de la Constitution. Il ne prononce pas de condamnation, apparemment il n'y avait rien de spécifique qui était demandé, mais sur certains préjudices, il renvoie les parties à négocier avec la possibilité de lui soumettre dans les 30 jours des observations écrites sommaires de plus de 5 pages maximum pour l'allocation des frais de procédure. Voilà, donc très bonne décision, Justin Trudeau est renvoyé dans ses buts, il n'avait pas à appliquer cette loi-là et les provinces pouvaient parfaitement gérer la situation. Je termine avec une citation, ça faisait longtemps, je cite. Quand la bêtise gouverne, l'intelligence est un délit, fin de citation, et c'est attribué à Henri de Monterland. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, c'était une capsule un peu brève, je vous souhaite une bonne journée, tenez bon, à bientôt, au revoir.